Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 28 octobre 2022 et je voudrais en finir avec cet ouvrage que j'ai commencé depuis une quinzaine de vidéos, d'essayer d'éclairer un peu avec voilà de façon un peu naïve, hein, et que je trouve très intéressant, que je vous conseille de lire, La crise du monde moderne, René Guénon. Donc c'est vraiment une critique de la scission qu'il, qu'il a étudiée, qu'il a pensé découvrir entre l'Occident et l'Orient. Donc l'Orient, pour lui, à cette époque-là, il a écrit cet ouvrage entre les années 20 et les années 40. Donc pour lui, l'Orient, c'était l'Inde, voilà, les civilisations comme ça traditionnelles, le monde arabe, le monde musulman, etc. Euh, et en somme, pour lui, et à l'époque, évidemment, euh, toutes ces civilisations traditionnelles étaient sous la coupe de l'Occident. La plupart étaient euh, sous domination occidentale. Il y avait la colonisation anglaise en Inde, européenne, française, belge, etc., en Afrique. Et, euh, et évidemment, ça donnait une relation entre l'Orient et l'Occident qui était assez, voilà, qui n'était pas euh, conforme à l'éthique humaine dont qu'on pourrait dire. Et je pense que aujourd'hui, 80 ans plus tard, on pourrait encore voir les, les, la prolongation un peu de cette façon, l'Occident a encore une relation avec les sociétés traditionnelles qui est qui est pas qui est pas très claire, qui est pas vraiment humaniste, on pourrait dire, bien que l'humanisme ça soit une valeur dont l'Occident se targue, mais voilà, on se comporte pas vraiment de façon honnête, claire, belle, voilà, que, qui soit coordonné avec le niveau de conscience que l'humanité a atteint. L'Occident, me semble-t-il, l'Occident dominant, hein, les dominants occidentaux, euh, n'ont pas une vision euh, progressiste vraiment avec le reste du monde. Et c'est pointé du doigt par le reste du monde maintenant. Donc l'Occident va devoir tenir compte du fait que le monde nous voit, le monde voit notre comportement. On le sait maintenant, on peut pas, voilà, on peut mettre, on peut croire qu'on peut mettre sous le tapis nos comportements indécents, nos comportements injustes, mais ça marche plus, quoi. C'est fini. Maintenant, on le sait. Alors voilà, par exemple, on sait que, par exemple, certaines guerres ont été euh, amenées, vendues à la population occidentale sous des prétextes fallacieux, par exemple. Et alors, on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'analyse en Occident de ça. Oui, on en parle, on révèle cette chose-là parce que on ne peut pas faire autrement que de le révéler, qu'en fait c'était une manipulation pour entrer en guerre, etc.
on le révèle, mais on l'analyse pas de manière à ce que ça ne se reproduise pas. On n'a pas un vrai, on fait pas un vrai travail sur nous-mêmes. L'Occident ne fait pas un vrai travail sur lui-même pour ne plus reproduire ce type de choses et devenir enfin enviable aux yeux du monde. Alors, non, nous on pense que le fait de ne pas l'analyser, ça fait que ça peut passer comme une lettre à la poste, mais pour le monde, pour les sociétés traditionnelles dont on parle, en Afrique, voilà, ou en Inde ou ailleurs, le monde est conscient de tout ça. Et donc, il nous juge. Et là, on ne va pas pouvoir imposer, en fait, notre mensonge de vie. Il va falloir changer, il va falloir évoluer si on veut conserver quelques rapports avec le reste du monde, des rapports sains avec le reste du monde. Parce que malgré tous leurs défauts qui sont importants, les sociétés traditionnelles qui émergent, on va dire, les prétendants, la Chine, la Russie, l'Inde, etc., le Brésil, malgré leur manque de démocratie, proposent au reste du monde une relation qui est beaucoup plus juste et qui est beaucoup moins prédatrice, en fait. Et donc, ça fera pas... voilà, le monde, le choix sera vite fait. Donc l'Occident, et c'est parce que j'aime l'Occident que je critique l'Occident. Je suis occidental, je vois tout ce qu'a fait l'Occident, tout ce qu'il a apporté à l'humanité, etc. Et donc, mais c'est parce que je pense qu'il est nécessaire justement d'avancer vers vers un partage du leadership de manière à conserver la possibilité de transmettre nos belles valeurs, pas les mauvaises, mais les belles, qu'il me semble important que l'Occident ne se fasse pas chasser de sa position impérialiste parce qu'il ne veut pas lâcher prise. Donc, à mon sens, c'est plus par... voilà, c'est... Même si on est pragmatique, l'Occident devrait travailler à vraiment modifier sa façon d'agir avec le reste du monde. Et c'est pas du tout ce qu'elle fait. Ben, voilà, même si la Russie a commis non seulement une injustice, mais une stupidité en rentrant en guerre contre l'Ukraine, l'avancée de l'Occident pour essayer de bloquer le reste du monde, c'est ce qu'on fait aussi avec la Chine, est une aberration, quoi. C'est le meilleur moyen d'engendrer un ennemi. En réalité, ça veut dire on veut pas être ami avec toi, quoi. On veut pas, voilà, on veut te provoquer, on veut te neutraliser, on a peur de toi, on veut pas que tu émerges, on veut pas, enfin bref, c'est pas supportable cette chose-là. Et même si l'Occident arrive à convaincre sa population du bien fondé de sa façon de se comporter, parce qu'il passe sous silence son comportement, en définitive. Donc, c'est simplement en manipulant son peuple qu'il fait admettre son comportement, notre comportement injuste.
Mais c'est pas pour ça que que le reste du monde comprend de la même manière. Le reste du monde n'est pas sous la coupe de de la propagande, d'une propagande intense et voilà, d'une manipulation médiatique pour et donc ils ont une vision bien plus clairvoyante des choses. Et non seulement en agissant comme ça, les dominants occidentaux abêtissent leur peuple et donc les met en position d'infériorité dans un monde en compétition. Les plus intelligents, les plus clairvoyants, les plus ouverts d'esprit seront les prochains leaders du monde. Il ne faut pas se leurrer. Donc, en faisant des abrutis, en abrutissant l'Occident, les dominants occidentaux se tirent une balle dans le pied. Voilà. Bon, après, je vous renvoie à mes vidéos précédentes où je démontre aussi que l'Occident ne pouvait pas faire autrement, etc. Et voilà, il y a les circonstances atténuantes et puis les choses se sont faites comme elles devaient se faire. C'était voilà, c'est comme ça que ça devait se dérouler. Le monde se déroule comme ça. Maintenant, c'est pour anticiper pour l'avenir. Voilà, ces vidéos-là, si je parle de ça, en fait, ou si j'écris des choses comme ça, c'est pour dire, voilà, pour prendre conscience, pour dire, bon, ok, le passé, c'est le passé, mais il est temps de changer de comportement si on veut être enviable aux yeux du monde. Bon, je continue mes lectures des quelques conclusions. Je suis au dernier chapitre là. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur tout ce que nous avons eu déjà l'occasion d'exposer ailleurs en ce qui concerne le rôle de l'élite intellectuelle dans les différentes circonstances que l'on peut envisager comme possible pour un avenir plus ou moins imminent. Nous nous borderons donc à dire ceci, quelle que soit la façon dont s'accomplit le changement qui constitue ce que l'on peut appeler le passage d'un monde à un autre, qu'il s'agisse d'ailleurs de cycles plus ou moins étendus, ce changement, même s'il a les apparences d'une brusque rupture, n'implique jamais une discontinuité absolue, car il y a un enchaînement causal qui relie tous les cycles entre eux. Et évidemment, c'est juste. Voilà. Il y a le temps, et même si ça a l'air brutal, par exemple, juste quelques 10 ans après que René Guénon ait écrit cet ouvrage, le monde occidental a dû lâcher prise dans ses colonies. La décolonisation s'est déroulée et très rapidement. En quelques années, le monde a été décolonisé. Il a fallu décoloniser. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait brutalement, en somme. Hein, un changement dans les relations, normalement, Orient-Occident. Mais la rémanence de l'état d'esprit n'avait pas complètement changé. Donc, l'Occident est resté déjà sur une frustration parce qu'il n'a pas analysé, il n'a pas digéré en fait la décolonisation pour une raison simple, c'est qu'il a essayé de ne pas décoloniser jusqu'au dernier bout, au lieu de proposer une évolution paisible, c'est-à-dire quand les velléités des pays opprimés, décolonisés se faisaient sentir en disant on veut être libre, etc., on veut gérer nos pays, etc., c'est fini, la colonisation, c'est plus supportable, etc., etc. Eh bien là, les États, l'Occident, s'il avait été intelligent, bienveillant, empathique, etc., intelligent, il aurait pu proposer, il aurait dû proposer, dire, bon, oui, vous avez raison, on lâche prise, on vous donne la liberté, simplement,
les gens qui vivent, qui sont nés ici, voilà, ça sera plus des colons, mais ça sera des citoyens comme les autres. Oh, est-ce qu'on peut, voilà, préserver cette chose-là, etc. Et motiver les colons, les anciens colons qui étaient là-bas, en disant, bon, voilà, il va falloir vous comporter correctement maintenant avec le peuple, voilà, avec les gens, vous êtes plus que des citoyens comme les autres, et il faut que vous rentriez dans le rang. Voilà. Est-ce que ça aurait été possible, une chose comme ça? Ça, c'est dans l'idéal, c'est ça. Mais c'est un idéal qui n'est pas forcément réalisable, puisqu'il ne s'est pas réalisé. Et donc, comme ça a été une guerre, comme il y a des frustrations, il y a les colons qui sont arrivés en Occident, en France, qui sont rentrés là et qui avaient cette frustration d'avoir été dépossédés de ce qu'ils estimaient être leur pays, etc. Il y a eu une sorte de mince, comment ça s'appelle, je suis un peu désolé, hein, mais je ne trouve pas tout à fait mes mots. J'ai les séquelles encore du Covid là, et je suis, c'est un peu compliqué, non seulement ça, mais bon, bref. Euh, des, pas des regrets, mais voilà, une réminiscence euh, une sorte d'agressivité contre ces pays. On n'a pas fait une analyse correcte, un travail correct pour rentrer dans un état de paix. Et donc l'Occident a continué à se comporter comme ça. Il n'a pas fait une analyse de pourquoi c'était injuste d'avoir cet esprit colonial, et est-ce que cet esprit colonial est encore viable pour l'humanité? Il n'a pas analysé cet état d'esprit. Personne n'a réfléchi sur notre état d'esprit en réalité. Et donc on a prolongé cet état d'esprit, et donc on est encore dans cet état d'esprit narcissique, puisque c'est l'esprit colonial, c'est un esprit narcissique. Et donc, on a gardé cet esprit-là, l'Occident a gardé cet esprit-là, et son comportement a continué dans ce sens-là. Alors, ça a été par manipulation qu'on a essayé de garder le pouvoir, de mettre de soutenir des chefs d'État favorables, etc., etc. Et on n'a pas lâché, on n'a pas offert la liberté, on n'a pas été fraternel en disant on va vous aider à vraiment monter des démocraties viables, intéressantes, etc., etc. On n'a pas agi dans ce sens avec les ex-pays colonisés. Et donc il y a un reproche des peuples parce qu'ils comprennent tout ça. Ce que je suis en train de dire, c'est compris par la jeunesse, par les étudiants, etc. Donc, c'est pas supportable. Voilà. Et donc, c'est soit l'Occident accepte de faire évoluer son état d'esprit, soit on sera mis au rencard, à mon sens. Donc, je continue. Et donc, ce changement, il a été brutal, pour revenir à ça, il a été brutal avec la décolonisation, mais il a fallu encore 80 ans, et il faudra peut-être encore 1 ou 2 décennies pour arriver à sortir de cet état d'esprit colonial. Voilà, la finalité de ce mouvement, c'est la fin de l'esprit colonial dans l'état d'esprit occidental. Voilà, il faut arriver à cet état d'esprit-là pour être cohérent avec le niveau de conscience atteint par l'humanité. Voilà, c'est tout simple, c'est comme ça. Et donc, c'est pas facile parce qu'on le voit, les coloniaux, ils squattent la télévision. Hein. L'esprit colonial, il est à la télévision quand on écoute les gens et avec. Alors, ça s'est drôlement adouci hein, parce que
il y a quand même, ça n'a plus rien à voir avec l'état d'esprit des années 50 ou 60 à ce niveau-là. Mais c'est, c'est, voilà, c'est pas juste, quoi. Il n'y a pas une vision éclairée de l'évolution de l'humanité, de où doit aller l'humanité. Faire cette dépression de se sentir comme un maître, c'est extrêmement dur pour ces dominants-là. Ils ont du mal à se sentir autrement que comme des maîtres. Et ils parlent comme s'ils étaient des maîtres en plus. C'est ça. Et les médias les laissent parler tranquillement. On laisse vraiment, parce qu'en fait, les médias sont avec cet état d'esprit-là. Donc ça ne les choque pas. Ça choque quelqu'un voilà, ça choque un Africain, un, un hindou, je sais pas, il est choqué d'entendre parler comme ça, d'entendre des dominants parler encore comme ça. Mais nous, ça ne nous choque pas, ça choque pas les gens dans les médias parce que ils ont gardé cet état d'esprit, ils ont cet état d'esprit colonial. Donc je continue. L'élite dont nous parlons, si elle parvenait à se former, pendant qu'il en est encore temps, pourrait préparer le changement de telle façon qu'il se produise dans les conditions les plus favorables et que le trouble qui l'accompagnera inévitablement soit en quelque sorte réduit au minimum. Mais même s'il n'en est pas ainsi, elle aura toujours une autre tâche, plus importante encore, celle de contribuer à la conservation de ce qui doit survivre au monde présent et servir à l'édification du monde futur. Alors ça c'est très intéressant, mais je voulais revenir sur un point précédemment que je viens d'avaler, mince. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. En somme, il anticipait le fait que ça risquait de se passer violemment, de se passer à travers des troubles. Les troubles qui l'accompagnera inévitablement soient en quelque sorte réduits au minimum. C'était par l'intelligence qu'on aurait pu les réduire au minimum. La guerre, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, je pense que les Anglais ont réussi à le réduire un peu au minimum. Et peut-être que nous, on a réussi à le réduire au minimum dans certains pays où on a décolonisé en douceur. Voilà. Mais il y a eu des moments où on a mal décolonisé. Et en fait, dans ces dominants dont je parle, qui ont encore cet état d'esprit colonial et qui passent, qui diffusent cet esprit colonial encore dans les médias, etc. Et dans cet esprit colonial, ils n'ont pas le sentiment que le fait de se sentir supérieur fait qu'ils font monter une agressivité dans le monde qu'ils combattent là. C'est-à-dire, faut bien le dire, il y a une sorte de racisme sous-jacent envers les nouveaux immigrés, etc., etc. Mais en se comportant encore comme des maîtres, parce que c'est exactement ce qui se passe, au lieu de mettre de l'empathie, ils fabriquent des sauvages, bien entendu. Ils ensauvagent les gens. Ils fabriquent de l'agressivité. Il n'y a rien de pire que le racisme pousse les autres dans leur retranchement. C'est une logique. Moi, j'ai été victime de racisme quand j'avais 7, 8, 10 ans. Mais ça m'a poussé dans un sentiment d'appartenance à la communauté de mes parents encore plus fort par contradiction, par révolte, par sentiment d'injustice. Donc, en se comportant comme... En définitive, on construit ce que l'on reproche à cette immigration. C'est l'esprit colonial qui construit cette violence. Comme l'esprit colonial construisait le ressentiment
des Algériens envers les colons, etc., etc. C'est l'esprit colonial qui impose ça. Un esprit partageur n'impose pas ça. Les quelques exemples, par exemple, il me semble que c'est euh, en Nouvelle-Zélande, où apparemment l'intégration s'est bien fait, les colons qui étaient là ont réussi à partager, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, ça mériterait d'être étudié, réfléchi, etc. Mais il n'y avait peut-être pas ce sentiment de domination, etc. Et donc ça n'a pas mis de sentiment d'injustice et de violence. Mais si on a un comportement, si on donne un sentiment de domination, d'être supérieur ou de mépris d'une communauté qui souffre, parce que les immigrés, c'est les souffrants d'une société. Aujourd'hui, c'est telle communauté qui fait partie de l'immigration. Ça a été les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Juifs à un certain moment, etc., etc. Et il y a si on reçoit une sorte d'agressivité, eh ben ça entraîne une velléité, ça entraîne un refermement sur soi-même, un regroupement, le fait de se communautariser pour se défendre de cet état d'esprit. Donc, il ne faut pas inverser les choses. À mon sens, c'est on construit ce qu'on reproche actuellement aux immigrés. On pourrait très bien intégrer complètement en douceur, en paix, paisiblement, avec amour, etc., etc. On serait capable de ça. Voilà. Mais on ne sait pas le faire parce que les dominants au pouvoir actuellement, et ça c'est depuis le néolibéralisme, depuis que les oligarques ont pris les médias, ben, ils ont fait monter dans leur rang, dans leurs médias, des, des, des masdéens, quoi, hein, des gens qui sont blancs, noirs. Nous, on est voilà, le camp du mal, c'est eux, le camp du bien, c'est nous, etc. Des gens qui sont primaires comme ça, là. Et donc, c'est tout ça qui est à évoluer. Et apparemment, il n'y a pas de grosses contestations. Il faudra attendre qu'ils fassent les grosses conneries, qu'ils disent les pires des trucs pour que la société, que l'État puisse dire bon, ça y est, stop, c'est bon, quoi. Mais on les laisse aller jusqu'au pire, et ça sera par le pire qu'ils vont être euh, corrigés. Mais pour l'instant, on les laisse complètement dérouler leur vague de pensée et fédérer de plus en plus de monde, quoi. C'est hallucinant. Quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, mais ils sont complètement irresponsables, les dominants qui laissent faire ça. C'est incroyable, quoi. C'est comme si on laissait jouer voilà, un gang dans un village, et on le laisse faire jusqu'à ce qu'il aille à la catastrophe, quoi, en fait. Voilà, on attend jusqu'au moment où il dérape complètement et où là, on va les arrêter. Et on se comporte exactement comme ça avec eux. Voilà, il est évident qu'on ne doit pas attendre que la descente soit finie pour préparer la remontée. Voilà, il a voulu avertir les élites intelligentes de l'époque, dans les années 40, il va falloir changer, l'Occident va devoir changer, va devoir lâcher prise, changer de type de relation avec l'Orient. En somme, il a anticipé la décolonisation, et en disant qu'il fallait préparer la remontée tranquillement, être intelligent, et il n'a pas été entendu. Je pense que René Guénon, dans tout ce qu'il dit, il n'a pas été entendu, alors qu'il a été entendu sans doute, mais sa voix n'a pas porté, quoi. Et c'est ce type de pensée qui devait passer
en priorité, qui devaient être écoutés par les dominants. Et à ce moment-là, ils auraient pu dire, bon, eh ben on va, oui, effectivement, il faut préparer la remontée, c'est-à-dire la réconciliation, les nouvelles relations avec les pays africains, avec l'Inde, avec la Chine, etc., etc. Il va falloir changer de comportement et donc on y travaille. Donc la remontée, dès lors qu'on sait que cette remontée aura lieu nécessairement. Il a bien sûr, c'était obligatoire, il avait raison. Le changement de relation entre l'Orient et l'Occident devait changer, la décolonisation devait avoir lieu. Même si l'on ne peut éviter que la descente aboutisse auparavant à quelques cataclysmes. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Et ainsi, dans tous les cas, le travail effectué ne sera pas perdu. Il ne peut l'être quant aux bénéfices que l'élite en retirera pour elle-même. Mais il ne le sera pas non plus quant à ses résultats ultérieurs pour l'ensemble de l'humanité. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Parce que je me suis bien emballé quand même. Mais voilà, mon esprit critique est important, hein, mais voilà, faut le relativiser. J'ai de l'amour même pour tous ces gens-là, même pour ces gens qui sont dans ces excès-là, comme ça, voilà, que j'ai de la compassion pour ces états d'esprit qui sont dans le truc. Mais en même temps, on est obligé de combattre et obligé de dire, bon voilà, c'est insupportable de vivre dans un monde comme ça, qui est en tel décalage avec le niveau de conscience atteint par l'humanité. Voilà, à très bientôt, merci de votre écoute.